Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire exceptionnel d'Orange Cyberdéfense. La cybersécurité est un enjeu majeur pour les industries qui veulent réussir cette transition. Alors pourquoi les risques d'attaque augmentent? Quels sont les risques concrets? La convergence OT-IT est désormais enclenchée. Comment embarquer vos équipes dans ces différents défis et surtout comment Orange Cyberdéfense peut vous accompagner? Eh bien, pour répondre à tout cela, il y a à mes côtés Laurent Sellerier, CTO d'Orange Cyberdéfense. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Et à mes côtés, à ma droite, Aymeric Dumas, responsable marketing de la sécurité industrielle chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Aymeric. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être nombreux en ligne actuellement. Tout d'abord, un mot en guise d'introduction. Quel mot, Aymeric, pouvez-vous me donner sur l'état d'esprit qui est le vôtre pour illustrer cette quatrième révolution industrielle? Alors moi, je vais jouer sur la prudence. Voilà, je vais être le côté prudent. La prudence, le sage de l'équipe pour ce webinaire. Même question pour vous, Laurent? Alors moi, je crois que c'est une opportunité. C'est même une formidable opportunité pour nos industries, en Europe en particulier, de prendre ce virage et de se relancer dans la compétition mondiale. Prudence et opportunité sont peut-être les deux mots qui vont nous guider pendant cette demi-heure de webinaire. Tout d'abord, et ce sera notre première partie, il y a bien évidemment un constat à dresser et c'est le suivant. Les systèmes d'information industrielle sont de plus en plus vulnérables. Aymeric. Ils sont vulnérables, très ouverts. C'est le constat que l'on voit tous les jours lorsque nos experts d'Orange Cyberdéfense font des audits dans les usines de nos clients. Pour la petite histoire, en 2005, un premier audit dans une usine automobile montrait que les robots étaient commandés par des automates et étaient sur le même réseau, le même hub que des PC qui téléchargeaient sur des sites internet tous les jours et donc qui faisaient que cette usine s'arrêtait. Donc ça, c'était le premier enjeu. Ces usines sont aujourd'hui complètement ouvertes. On voit dans nos, je ne sais pas si on le voit sur les slides, mais en tout cas, dans nos audits, le benchmark que l'on sort tous les ans nous montre que 9 audits sur 10 nous montrent des vulnérabilités d'une ouverture depuis l'Internet. C'est-à-dire que quand on va auditer le site, on arrive à rentrer dans l'usine, dans l'informatique industrielle, dans 9 cas sur 10. Donc 9 sites sur 10 sont finalement mal protégés après vos audits depuis une dizaine d'années, je crois. Exactement. Ouais. Allez-y. Non, et tous ces sites seront plus vulnérables parce qu'ils reposent sur des technologies socles qui n'ont pas été faites pour être sécurisées et qui n'ont pas été faites pour être ouvertes à cet Internet. On va y revenir évidemment avec plus de précision, toujours dans notre première partie. On constate, Laurent, une certaine forme de simplicité à attaquer pour les hackers s'il n'y a pas de protection finalement sur le site. Et même s'il y en a une. Même s'il y en a une, pardon. En fait, schématiquement, les attaques sont de deux sortes. Soit c'est des attaques générales, et on a pu le constater avec WannaCry, NotPetya, tout le monde en a entendu parler, soit c'est des attaques ciblées. Aujourd'hui, dans la plupart des usines, c'est ce qu'a démontré nos audits chez nos clients, eh ben, elles sont vulnérables aux deux. Elles sont vulnérables aux grandes attaques alors qu'ils ne sont pas ciblés directement. Tout le monde pense « je ne suis pas une cible, quel est l'intérêt pour moi d'être attaqué ?» Eh ben, ils arrivent quand même, parce qu'ils n'ont mis aucune protection, à être victimes. Et puis il y a les attaques plus ciblées, et là il faut effectivement un niveau de protection plus important. Et les entreprises les plus matures sur le sujet prennent également en compte ces attaques ciblées. Est-ce que les industriels ont conscience qu'une mauvaise protection peut être particulièrement dangereuse pour leur production, par exemple, dans leur chaîne de production? Oui, je crois qu'aujourd'hui, ils ont conscience qu'il est nécessaire de garantir en permanence le delivery, c'est-à-dire que les produits sortent de l'usine, que les gaz, les pièces automobiles ou quoi que ce soit sortent de manière continue, tellement les flux sont tendus avec l'ensemble de leur écosystème, de leurs fournisseurs et de leurs clients. Et donc, un directeur d'usine, il manage des risques. Et aujourd'hui, peut-être le premier de ces risques, c'est l'attaque informatique qui va venir stopper sa production et mettre en danger non seulement son usine, mais l'ensemble de son écosystème. La prise de conscience, elle est là parce que ces clients-là ont été soit attaqués, soit leurs voisins ont été attaqués, ou alors il y a un aspect législatif qui vient montrer cette sensibilisation. Aymeric, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement exposés à ces cyberattaques? Alors, on discutait de ça tout à l'heure, hein, les secteurs les plus exposés, et le législateur l'a compris,
ce sont les secteurs de l'énergie, les secteurs du transport qui sont vitaux pour la survie de la nation, enfin le fait que la nation fonctionne, l'économie fonctionne. Et tous ces secteurs sont les plus vulnérables. Ouais. Et effectivement, quand on regarde la loi de programmation militaire, qui est le premier pas véritablement législatif en France sur les sujets de cybersécurité, eh ben, on retrouve les secteurs de l'énergie, on retrouve le secteur des transports, le secteur de la défense. Voilà, il y en a 12, mais je ne vais pas tous les citer, mais c'est des secteurs qui sont particulièrement importants pour la France et donc qui sont aussi la cible. Le législateur impose maintenant des règles à appliquer. Alors c'est pour tous les opérateurs d'importance vitale, je viens d'en citer, mais aujourd'hui l'Union européenne s'est mise également à édicter une directive, qui est la directive Nice, qui vient d'être publiée et qui oblige les opérateurs essentiels à l'économie à appliquer des mesures de sécurité. Au-delà de ces niveaux législatifs ou réglementaires, eh bien, au sein de chaque secteur, maintenant, il y a également des règles à appliquer de manière vraiment très, très sectorielle. Et ces contraintes réglementaires, j'imagine qu'elles ne vont cesser d'évoluer. Ben, le législateur a pour rôle de protéger les actifs ou les essentiels de la nation. Et donc, là où il voit qu'il y a de la valeur, il est obligé d'accompagner ces changements par de la réglementation. Donc, effectivement, je pense qu'on n'est qu'au début de la prise en compte du risque cyber dans l'industrie par le législateur. Le temps où ces deux systèmes évoluaient chacun de leur côté est désormais révolu. Révolu. Alors, il n'est pas complètement révolu. Pas tout à fait. J'étais trop optimiste. Voilà. C'est un des premiers enjeux, en tout cas. Donc, c'est ce qu'ont compris nos clients suite à cette sensibilisation. Le premier enjeu était organisationnel. On partait d'organisations avec des responsabilités fragmentées. Il y avait le DSI qui est responsable du fonctionnement de l'informatique, de la donnée. Et puis, il y a les BU métiers qui sont responsables de produire une bouteille d'eau, produire de l'énergie, qui n'ont aucun enjeu, c'est la production et la continuité de cette production. Et donc, ces deux entités séparées sont en train un peu de se réunir petit à petit, avec des responsabilités communes, des responsabilités partagées, avec cette numérisation de l'entreprise et de l'usine. Voilà. Concrètement, sur le terrain, comment s'opère cette convergence? Alors, en général, c'est ce qu'on voit chez nos clients, ça vient déjà d'une décision du COMEX, qui, parce qu'ils ont subi une attaque ou parce que leur partenaire ou leur concurrent a subi une attaque, ils se disent on a un vrai enjeu, on va se mobiliser. Donc, en général, ils montent des missions et chargent à cette mission de rassembler une équipe multi-compétences pour ensuite établir un plan d'action. Et ce plan d'action, il commence systématiquement par une cartographie. Pour mieux détecter et mieux gérer les risques, il faut donc d'abord prévenir, et c'est là où le facteur humain, j'allais dire, est pris en compte. Ouais, c'est ce facteur humain. Quelqu'un qui a la responsabilité de sécuriser l'usine ne va pas le faire comme il responsabilise un SI sur lequel il a la main. Donc le facteur humain de coopération entre ces responsables métiers qui doivent produire et ces responsables, on va dire, informatiques ou sécurité industrielle qui vont devoir sécuriser cet environnement ne peut pas se faire au détriment de la productivité. Et donc il va y falloir cette collaboration entre les deux, et c'est le premier enjeu de cette sécurité. Comment est-ce qu'on imagine la sensibilisation sur le terrain? Comment elle se déroule? Via des journées de formation peut-être? Comment ça se passe? Le premier point que font nos clients qui ont cette responsabilité, c'est de sensibiliser les gens du terrain, que ce soit les responsables opérationnels ou les gens du terrain qui travaillent quotidiennement dans l'usine. Alors nous, concrètement, on a créé une maquette qu'on a mis opportunément devant nous, si vous la voyez. Cette maquette est en fait, on a reproduit un environnement industriel réel que l'on montre soit aux responsables métiers, soit aux personnes de l'usine, et qu'on va attaquer. Et en fait, en voyant leur environnement, leurs propres automates, ils ont les mêmes dans l'usine, en les voyant vulnérables et en les voyant attaquer, ils vont se rendre compte que leur usine est à risque. Voilà. Donc c'est un premier niveau de sensibilisation qui va permettre, donc côté humain il est là, qui va permettre aux responsables de la sécurisation d'embarquer l'ensemble des équipes. D'embarquer l'ensemble des équipes dans cette aventure, dans cette mission, dans ce challenge qui est de sécuriser cette usine.